Alors je sais que je me suis planté sur l'album de Nekfeu, quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ça m'aura permis de me retrouver totalement en PLS dans le cinéma. Même si pour le coup j'ai un peu le seum pour Sneezy et les feats qui n'existeront du coup plus jamais. Et aussi le fait que s'ils se rendent tous les deux en classe, Sneezy n'a peut-être pas vraiment de chance de survivre et ce serait dommage. Et le fait d'être surpris, ça m'a aussi permis de me rendre compte à quel point Les Étoiles Vagabondes est incroyable. Et comme je suis une groupie de merde de Nekfeu qui suce tout sans jamais remettre en question quoi que ce soit, Je pense que Les Étoiles Vagabondes est déjà, dès aujourd'hui, un putain de classique du rap français. Ouais, 6 jours après, il n'y a pas de pression, je sais pas de délire particulier, non, mais enfin, vraiment, je pense que c'est un classique et je vous le dis, voilà, y a pas de problème. mais d'un autre côté, c'est Nekfeu. Le simple fait que ce soit Nekfeu, ça donne directement de la crédibilité au projet et ça lui donne une visibilité suffisante pour que des gens puissent s'en inspirer. Je sais que ça peut paraître étonnant venant d'un mec qui n'a pas forcément eu le temps de le poncer comme il se doit, mais je vais le faire, hein, vous inquiétez pas, je vais le poncer. Mais c'est parce que on peut l'expliquer d'une manière purement rationnelle, sans même avoir besoin de faire appel à l'imprégnation, etc. Il y a des choses purement factuelles qui peuvent expliquer le fait que ce sera un futur classique. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une analyse plus classique du projet, comme ce que j'avais pu faire avec Land ou Hors Noir 3, n'hésitez pas à me le dire. Après, je me demande, parce que quand même, ça fait beaucoup de 3 vidéos sur le même album. Dans la vraie vie, faut agir. Il était grand, j'ai pris ma gifle. Mon ego démoli dans mon livre soir, la scène tourne en boucle comme un gif. Nekfeu, il a quand même un air de perfectionniste en lui, hein, on va pas se le cacher. Et ça, associé à la mention nouvel album au cinéma, ça permet d'appuyer un point qui, à mon sens, fait de ce projet un projet très innovant, le cinéma, justement. Si on regarde bien, le cinéma, et plus particulièrement les films, s'appuie sur plusieurs principes, dont notamment l'utilisation de son support pour créer quelque chose de très positif, un fil rouge qui permet de garder une cohérence au sein du film, des ambiances qui changent, une histoire commune, des choix artistiques, enfin tout ce genre de choses là. En l'occurrence, je pense qu'on peut un peu oublier l'aspect storytelling, même si ça pourrait se critiquer et qu'on pourra revenir dessus un peu plus tard. Mais enfin, on n'est pas dans un album d'Eminem non plus, c'est pas vraiment une histoire précise avec exactement les délais. Enfin, c'est vraiment un truc particulier. Juste, alors en fait, je l'avais pas assez écouté parce qu'il y a ça dans le projet, voilà. Donc vous pouvez utiliser cet argument aussi du fait qu'il y ait un fil rouge, une continuité qui soit liée directement à l'histoire. Voilà, c'est un truc, excusez-moi, la prochaine fois j'écouterai plus le projet avant de ouvrir ma gueule. Ce serait quand même important, surtout que je dis bien de la merde dans cette vidéo. Et pour ce qui est d'utiliser les limitations techniques et le support pour en faire un avantage, il y a plein d'exemples. Déjà, ils ont essayé de faire en sorte que le projet soit fluide, qu'il n'y ait pas de coupure entre les sons et qu'on ait l'impression que c'est juste un gros son de 18 titres avec plusieurs instrus, un peu à la Mosaïque Solitaire, mais en beaucoup plus long. Et ça, ils l'ont fait à travers des transitions entre les prods. Et pour le coup, je pense qu'on peut se dire qu'il y en a vraiment énormément. Genre vraiment, c'est une dose incroyable. Comme c'était par exemple le cas pour la transition entre dans l'univers et premier pas. On a un réveil qui sonne et la prod qui disparaît au fur et à mesure du son dans l'univers. Et la première phase de Nekfeu dans premier pas et 11h du matin, Nouvelle-Orléans. Il y a aussi des bruitages qui permettent de couper un son et de lancer le suivant du coup, comme c'est le cas entre premier pas et tricheur ou encore entre tricheur et voyage léger. Par exemple, le rôle de la pluie entre le bruit qui court et elle pleut, et le rôle des multiples toits, que je vais pas essayer d'imiter sinon ça va être très gênant, entre elle pleut et dans l'univers. Et le plus intéressant qui se passe dans le projet de manière cinématographique, c'est ce qui se passe autour de cette partie justement. Les feats avec Némir et Vanessa Paradis. Parce que je pense qu'on peut clairement comparer ces deux sons à une espèce de scène d'amour au cinéma un peu. Ils sont tous les deux très liés, tellement liés que si on les colle, on peut simplement penser à un son avec deux prods, comme c'est le cas dans Ciel Noir, alors qu'en fait c'est deux sons distincts, voilà, vous avez compris. Et ce son double, ou ce double son, je sais pas comment vous voulez qu'on le définisse, il est lié au son qui les entoure. Ces deux sons qui parlent d'amour, alors que depuis le début de l'album, t'as des phases claquées. Du genre de j'ai pris tous tes styles pour faire le plus beau des pinceaux. Et en plus, à la fin du son, le bruit qui court, on peut entendre un début de poème un peu niais, un peu de la continuité de ce qu'on a pu dire, sur fond de cette fameuse pluie justement. Et dans ce poème, on nous parle de la nuit, d'un arc-en-ciel noir brisé par ses pleurs. Du coup, on peut s'imaginer que c'est une femme qui pleure sous la pluie pendant la nuit. Le soleil étant représenté par un Nekfeu du coup, parce que c'est le soleil qui illumine sa vie, voilà, vous avez compris. Et ça tombe très bien, vu que la fin de ces doubles sons, c'est, comme je l'ai dit, le son d'un réveil, donc la fin de la nuit. Et pas de la pluie, parce que visiblement, c'est ce qu'il voulait faire passer juste après l'histoire qui se passe dans le premier pas, donc le moment où il est à la Nouvelle-Orléans et qu'il subit l'ouragan May. Donc du coup, forcément, il pleuvait. Et puis de toute façon, il en fait mention dans le son, donc il n'y a pas besoin de voir le documentaire pour comprendre ça. Sachez que je trouve ça absolument génial. Encore, j'ai pas du tout terminé avec l'utilisation de son support. C'est encore de ce à dire. Toi t'es péché F, t'es GBT, yeah. Si t'es homophobe, c'est que tu juges force à mes LGBT, yeah. Et j'étais bien embêté hier, je côtoie des Parce que pour ce qui est d'utiliser le support pour faire passer des messages extrêmement percutants, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Par exemple, encore dans Le bruit qui court parce qu'on est lancé et que pourquoi s'arrêter, avec la phase on est ensemble l'ami. Jusqu'à quand à ton avis? Mais le numéro de cette piste à l'horizontale. C'est le 8ème son de l'album.
si malin. Hein. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus malin que de dire ouais, ensemble jusqu'à la mort, jusqu'à l'infini, comme on pourrait l'entendre dans n'importe quel son de rap qu'il fait des fois d'ailleurs. De toute façon, briser le quatrième mur, ça a toujours été une méthode plus efficace de faire sortir l'auditeur du projet pour essayer de le faire comprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est plutôt une bonne méthode. D'ailleurs, il s'en servait déjà sur Cyborg et ça marchait tout aussi bien. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Il utilise aussi une autre méthode pour appuyer encore plus les punchlines. En général, les punchlines sont casées juste avant un moment plus faible du texte, histoire de pouvoir se remettre de nos émotions, repenser à tout ce qu'il a pu dire, sans vraiment avoir raté de gros trucs importants. Sauf que là, vu que le projet est littéralement incompréhensible, mais ça on va y revenir, vous inquiétez pas, au lieu de simplement rajouter des paroles plus claires et plus simples et beaucoup moins catchy, il va juste marquer un blanc, qui va permettre du coup de se remémorer la punch et donc de réfléchir sans rater une autre punch compliquée qui va suivre après. Et c'est parfois vraiment long, comme par exemple dans le son à l'unisson, dont on va parler plusieurs fois, je m'en excuse, dans lequel il dit « Tu étais la seule, mais tes yeux sont noirs, l'encre a remplacé la sève ». C'est une phrase à laquelle il faut réfléchir pour bien la cerner, et pour 90% des gens qui n'auraient pas compris du tout ce que je voulais dire par là. Dans ce contexte-là, la sève représente la vie. La sève, c'est comme le sang des végétaux en fait. Là où l'encre représente la noirceur d'une pupille dilatée, donc la mort. Et ça fait écho à quelque chose qui s'est passé dans sa vie personnelle, le suicide de sa petite amie. Et d'ailleurs, ça fait aussi le lien avec le nom du son, à l'unisson, qui représente à la fois un alunissage, donc le fait de quitter la Terre pour s'atterrir sur la Lune, et tout simplement le fait d'être à l'unisson, donc d'être ensemble. Être ensemble et se séparer. Et ça peut en plus, parce que je m'arrête jamais et que je suis complètement con, faire le lien avec les étoiles vagabondes. Parce que la Lune, à l'unisson, le truc, bon je vais pas refaire des explications ultra poussées et hyper détaillées sur plein de trucs, parce que sinon ce serait interminable, mais voilà, il y a quand même des liens. Tiens quand même à placer une bonne grosse dédicace à Rap Genius, parce que sans eux je pense qu'on serait vraiment pas du tout sur ce genre d'analyse, ce serait un petit peu beaucoup plus claqué. Pour qu'on puisse penser à tout ça, il faut du temps. Pour moi il m'aurait fallu 4 ans et demi, personnellement. Et ça tombe extrêmement bien, vu qu'après on a un blanc de 15 secondes qui suit. Du coup on peut pleinement se concentrer sur la phase en cours sans louper celle d'après. Et c'est tellement maîtrisé autant musicalement qu'au niveau des lyrics que bah pour le coup ça marque vraiment énormément et t'as vraiment le temps d'être traumatisé par la phase. Et c'est pas la seule fois qu'il utilise ça. Avec moi-même et tolérant avec les autres, il faut que j'arrête de me plaindre. Y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein, des coups j'en ai pris. C'est le changement d'ambiance, le fait qu'on puisse passer d'une ambiance extrêmement sérieuse et réfléchie et profonde et tout ce que tu veux, à une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, beaucoup plus gueulerie, voilà, ce genre de choses là. Et je vais vous surprendre, je pense que vous vous y attendiez pas du tout, mais on a ça dans le projet. Permettez-moi de reprendre l'exemple d'À l'unisson. Je vous avais prévenu qu'on en parlerait plusieurs fois, mais en plus c'est même pas la dernière fois. Enfin bref, c'est n'importe quoi cette vidéo. Il y a que un exemple que j'utilise. Enfin c'est n'importe quoi. Mais bref, vous avez compris que c'est pas le genre de son sur lequel on va s'ambiancer. C'est un son extrêmement deep, extrêmement sombre, extrêmement profond. Voilà, vous avez compris. Le son juste après celui-là, c'est Chum, dans lequel il dit quand même au hasard, je veux lever de la victoire, mais sans l'index. Je suis le plus beau des moches, je suis affreux. Bah là c'est moins sérieux d'un coup. On est plus entre ego trip et phase simpliste, bon c'est presque des blagues à ce niveau là. C'est un son qui est vachement cool, mais sur le papier ça peut être un peu surprenant de se dire que ça arrive juste après à l'unisson. Enfin y a pas vraiment de cohérence du coup, c'est un peu bizarre. Mais la conception de la tracklist permet du coup, vu qu'il est juste derrière à l'unisson, de créer un moment un peu plus calme. Du coup il y a une espèce de mise en abîme, de délire de punchline dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des moments forts, un moment faible, des moments forts, un moment faible. Enfin, c'est vraiment ce genre d'alternance là qui permettent de rendre le projet vraiment intéressant et pas forcément trop chiant. Et le plus intéressant c'est le lien entre les deux qui est fait. Le lien entre les sons sérieux et les sons plus calmes et les sons moins développés, moins complexes. Pour se remettre dans un mood un peu plus sérieux, à la fin de Chum, il dit « Ma soeur me dit arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve, mais si je finis chauve, je mettrai des casquettes. » Alors quand on l'écoute la première fois, je suis d'accord avec vous, on se dit c'est vraiment de la merde, ça veut rien dire, c'est juste pour déconner, ego trip, voilà, un peu détendu, y a pas de problème. Mais en vrai quand on y réfléchit un petit peu, on se dit que bah si, ça veut dire un truc. Ça montre que changer une habitude pour éviter un problème réglé par cette habitude, c'est complètement con. Donc c'est une phase à la fois marrante et poétique qui permet de se replonger dans un mood un peu plus sérieux, mais en restant dans l'esprit de tout le son précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement comme au cinéma en fait, une forme de transition qui permet du coup de se remettre de ses émotions, de changer de mood, voilà, c'est très important. Et le plus génial, c'est que là c'était musical, mais ça peut aussi être lyrical. Pour prendre l'exemple de la transition entre À l'unisson et Chum, À l'unisson c'est un son avec quasiment que des instruments à cordes, il y a de la guitare, il y a du violoncelle, donc des instruments qui sont généralement associés au calme. Sur Chum, les premières notes qu'on entend, c'est celles d'un piano, donc aussi un instrument à cordes. Sauf que le lien s'arrête là, parce que les notes de piano vont beaucoup plus vite et ont de la reverb, ce qui nous laisse penser que en fait ça va beaucoup plus bouger que le précédent. Donc il y a quand même un lien musical, mais quand même pas trop, c'est pas non plus hyper poussé, c'est assez léger. Ce qui permet de créer, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une ligne directrice, que ce soit pas juste une tracklist bordélique où personne comprend rien, il faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. Et c'est ça aussi qui joue dans l'aspect classique, tu peux en sortir des bons gros bangers, comme des hits plus chantés, comme tout ce que tu veux, et tu peux l'écouter d'un seul trait, il y aura aucun problème. Alors qu'en général, avec les sons que tu as déjà entendus et qui sont un peu commerciaux, on va dire, c'est plus compliqué. Et ça tombe très bien qu'on parle de mélange, parce que je pense que c'est comme ça qu'a été pensé le projet. Peut-être que le mec te mentait, non, y a pas que les vêtements. Je pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement.
Ça tombe très bien qu'on parle de mélange parce que c'est, à mon avis, exactement le mood dans lequel ils ont fait le projet. Dans le documentaire, on apprend qu'il a dû faire des voyages dans 4 pays différents pour trouver une inspiration suffisante. Et à chaque fois, dans chaque pays, il a rencontré des musiciens de là-bas, avec plein de styles différents, il a parlé avec eux. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était du coup des musiciens de tout genre. Ça va d'auditions de violoncellistes au Japon, dont j'ai déjà parlé, à des musiciens plus classiques indocionés à Paris, à des chanteuses de gospel de la Nouvelle-Orléans, en passant par un mec qui faisait des percussions avec des pots de peinture vides dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire du projet un vrai classique, parce qu'il aura ramené de nouvelles sonorités aux oreilles des petits Européens de merde insupportables, ces fameux clones comme vous et moi qui n'écoutent que du rap et qui ne sont que des grosses merdes. Au final, c'est ça qui en ressort. Ça marche autant pour les chanteuses de gospel qu'on entend à la fin de Ciel Noir, que pour les sonorités japonaises qui sont présentes un petit peu partout dans le projet, qui font d'ailleurs beaucoup penser à l'espace aussi. Comme quoi le Japon et l'espace, je me suis pas totalement planté sur la vidéo sur les étoiles vagabondes. Enfin, vraiment, je me suis quand même beaucoup planté, mais ça, je pense que je me suis pas trop foiré. Ça apporte quelque chose à l'ambiance du projet sans nous sortir de cette ambiance. Mais c'est pas tout, le mélange est autant musical que humain au niveau des influences qu'il a pu avoir. Par exemple, quand il est allé parler avec un jazzman légendaire pendant la conception du projet, dont j'ai oublié le nom, mais excusez-moi, je l'ai vu qu'une fois et vous l'avez pas vu, donc vos gueules, il lui a dit que la musique était pour lui et dans la culture généralement de la Nouvelle-Orléans uniquement un moyen de danser et de s'enjailler. L'aspect technique est pas très important, c'est de la musique, c'est fait juste pour qu'on puisse partager un moment. Il a dit ça à Nekfeu et à Alpha One. Pareil, quand il va voir un vieux sage dans une montagne japonaise, il lui parle de sa vision du monde, de son évolution, de l'écologie, de l'argent, etc. Tout ce genre de choses-là. Ça se ressent vraiment beaucoup dans le projet, à mon avis. Sincèrement, je crois que j'ai rarement entendu d'aussi bonne prod et entendu d'aussi gros banger que Menteur. Quand je l'ai écouté la première fois, j'avais juste envie de sortir de chez moi et de sauter comme un con au milieu de la rue. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a tenté, donc du coup je l'ai fait, yes. Et pourtant, personne ne peut nier le fait que le texte de Nekfeu était extrêmement travaillé. C'est pas révolutionnaire dans sa carrière, mais c'est quand même plutôt intéressant. Je pense qu'on peut le notifier quand même. Pareil, dans les sons, il y a quelques messages similaires au discours du vieux sage. Bref, le projet est régi par le mélange des arts, des humains, des artistes, etc. Et je pense qu'actuellement, le mélange, c'est, je pense, le meilleur moyen, voire même le seul, de faire un classique. Entre technique et dansant et tout ce que tu veux, entre 5 pays différents. Le tout quand même en gardant contact avec des artistes ancrés dans la réalité du rap français, pour pas non plus tirer à côté, comme par exemple Damso et Niska. D'ailleurs, je pense que le feat avec Niska représente exactement tout ce qui s'est passé musicalement dans le projet, en tout cas en règle générale. Je vais m'expliquer. Quand on entend pour la première fois le feat avec Niska, on a l'impression qu'il a juste voulu nous troller. En mode, j'ai le plus gros rappeur français sur mon album, mais je le fais pas rapper parce que j'en ai pas besoin. Mais en vrai, je pense que Niska a eu un rôle beaucoup plus important que juste faire les bacs. Tout le monde a tiqué sur le fait que Niska était dessus, personne a tiqué sur le fait que Nekfeu faisait un son de trap. C'est comme ça dans tout le projet en fait. L'influence ne se voit qu'à moitié. Et aussi parce que Nekfeu a gardé une bonne partie des bases. Tout simplement parce qu'il découpe la prod et que ses textes sont globalement très proches de ce qu'il fait sur Menteur ou Chum par exemple. Et d'ailleurs, pour ce qui est des textes, va quand même falloir qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Enfin, c'est quand même l'album de Nekfeu, les mecs, faut pas déconner. Tu étais la seule, mais tes yeux sont noirs, l'encre a remplacé la sève, j'ai pas besoin de toi. Pour rester dans le thème de Nekfeu, il va falloir qu'on parle des paroles à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même très important dans l'album. C'est des textes qui me font personnellement beaucoup penser à la chanson française, et ce pour une raison extrêmement simple, ils sont incroyablement abstraits. Parce que là, actuellement, en l'état, il est désormais beaucoup plus proche de textes comme ceux de Bashung, par exemple, qui permettent de comprendre un peu mieux après chaque écoute, mais avec une première un peu en demi-teinte. Par exemple, dans le son À l'unisson, dont j'ai déjà parlé, mais qui est un exemple extrêmement efficace, si on va au-delà de ce qu'on a déjà dit sur l'arc-en-ciel noir, etc., qui serait déjà un très bon exemple sur l'abstraction du texte, on peut écouter le refrain, qui est en fait assez insaisissable. Quand on le lit ou qu'on l'écoute pour la première fois, on se dit qu'il est tout simplement compréhensible, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, enfin c'est très cohérent, et puis voilà, basique quoi, c'est juste un refrain comme tant d'autres, et puis il y a des références à l'univers comme dans tout le projet, bon bref voilà. Pour finalement se rendre compte que le texte est très peaufiné, et qu'il y a beaucoup de petits easter eggs un peu cachés qui font que ça rend le truc extrêmement complet, donc c'est plutôt pas mal. Et à ce niveau-là, je pense que c'est limite même plus de la chanson française, là c'est carrément de la poésie, limite Baudelaire n'a qu'à bien se tenir. C'est comme dans n'importe quelle poésie, on n'a pas nécessairement besoin de comprendre les figures de style pour comprendre l'idée globale du texte. Mais il n'empêche que si on les comprend, c'est quand même vachement mieux et on kiffe beaucoup plus. Enfin, sauf en cours de français, mais ça c'est autre chose, c'est un autre délire, on va pas revenir dessus. Les théories que j'avais formulées dans ma vidéo sur Nekfeu peuvent à la fois être considérées comme vraies, par exemple les étoiles vagabondes, les pixels, etc., comme totalement injustifiées. Parce qu'après tout, j'ai pas écrit une seule ligne sur la mort de sa petite amie, par exemple. Pour prouver ça, je vais vous donner un exemple très simple, le nom du projet. Voilà. Le projet est tellement abstrait et libre d'interprétation et incompréhensible qu'on est sûr d'absolument aucune hypothèse. Ça peut désigner les amis qui s'éloignent, comme ça peut être suggéré dans le teaser, sa petite amie, tout simplement son voyage, un délire plus classique simplement lié à des termes dans le champ lexical de l'espace qui sont utilisés tout au long du projet, donc bah forcément c'est assez logique. Créer un parallèle avec le Japon, faire le lien avec une entreprise japonaise qui envoie des fausses étoiles filantes dans l'espace parce qu'on est trop con pour se rendre compte que c'est absolument impossible et qu'il est pas suffisamment débile pour écrire sur ça. Toutes sont valables et ça permet aussi au passage d'avoir chacun sa propre
interprétation. Et ça en fonction de notre quotient intellectuel. C'est hyper violent, je pensais pas le dire comme ça, mais en vrai c'est juste hyper méchant. Mais en même temps, c'est vrai, si on est un petit jeune de 14 ans de clone qui aime bien Nekfeu parce que tout le monde aime bien Nekfeu, bah on va comprendre que Étoile Vagabonde parce qu'il parle beaucoup de la lune, de l'univers, etc. Et si on est Olivier Cachin, bah on a aussi une interprétation pour nous. Le fait que ce soit sa petite amie morte, donc en référence à son background, donc il y a des références. Ce qui permet du coup, grâce au mélange musical, lyrical, cinématographique et tout ce que tu veux, de viser un public qui est extrêmement large. Pour conclure, je trouve que ce projet est absolument incroyable. Genre vraiment. Que ce soit grâce à sa polyvalence, ses sons, ses textes mythiques, le fait qu'on peut le comprendre d'un milliard de manières différentes, enfin sa communication, mais tout est fou dans ce projet. Et encore, dans cette vidéo, j'ai pas parlé une seule fois de Diaby, qui, je pense, joue énormément dans la réussite de ses sons. Et je vous invite vraiment à aller suivre ce producteur. Là, vous voyez tous les sons qu'il a produits du projet, et je pense que c'est pas les moins bonnes prods. Hein. C'est quand même absolument incroyable ce qu'il a fait, et son travail est juste fou. Et genre, vraiment, je suis choqué à chaque fois que j'entends une prod de Diaby. Donc vraiment, suivez-le, parce qu'il va faire du sale en 2019. Je rêve la nuit de Calf produit par Diaby, mais bon, j'y crois pas trop. C'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas d'avoir les étoiles vagabondes, hein, y a pas de souci. Je pense vraiment que l'album va durer, et de toute façon je pense qu'ils l'ont anticipé, il suffit de voir le packaging, même si on peut l'entendre dire le contraire dans le projet. Je pense que pour le coup il va survivre des millions et des millions d'années jusqu'à ce que des extraterrestres le trouvent aux confins de notre galaxie, l'écoutent et le surkiffent à leur tour. Je vais toujours un peu loin dans mes explications, hein. Je sais pas si vous avez remarqué que ça, malgré quelques gros défauts qui lui valent une très mauvaise réputation auprès de certains auditeurs de rap, ça on y reviendra peut-être si ça vous intéresse dans une troisième vidéo sur les étoiles vagabondes. En tout cas, force... Ouais non en fait, ça sert à rien de dire force à Nekfeu, je pense que là il a déjà tout pété, ça sert à rien que moi, personnellement, avec mes 30 abonnés, je lui dise « Eh !» ce fort. Non, ça n'a aucun intérêt. Je vais plutôt vous remercier vous, parce que même si vous n'êtes pas beaucoup, je trouve que vous êtes incroyables. Je vous adore. Vous êtes géniaux. J'en fais un peu beaucoup, mais ça me touche vraiment de voir vos retours, de voir que vous m'encouragez. Ça me fait vraiment très plaisir et je vous remercie. Ça me motive vraiment à continuer. Et c'était aussi à Gizmo. Alors, c'est pas une vanne parce que je pense que sa première semaine va vraiment faire peur à voir. En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo qui me fera probablement rater mon bac, mais tant pis, j'en aurais parlé à propos d'un groupe qui fait quelque peu polémique. Salut. Tristesse, il faut un wellness que je décompresse. Je suis dans trop de fesses, faut que je me confesse. Je suis dans le business, besoin de vitesse. Je suis dans l'ivresse, pardon, God bless me.